17 heures. À Helvetia, les jeunes karatékas se serrent la ceinture pour une nouvelle séance d'entraînement intense avec leur sensei. Vous êtes des samouraïs? Ok, montrez-nous alors. Pour cause, la première édition de l'Indo-Pacific Cup prévue en septembre. Les participants ne pourront pas se permettre de faire du Pacifique et devront donner le meilleur d'eux-mêmes car la compétition accueillera les sportifs à travers le globe. Didier, dis-nous un coup de ça l'année là, qui grand événement qu'ils ont pu atteindre en septembre? Donc, un des plus grands événements qu'ils jamais réalisé dans le cadre du karaté, même des arts martiaux en général à Maurice, c'est que nous lancons pour la première fois le Indo-Pacific Cup. Donc, les pays des 5 continents invités pour venir Maurice. Et jusqu'à présent, nous avons une quinzaine de pays qui nous disent oui, ils peuvent venir. Mais deadline pour registration, c'est jusqu'au 31 juillet. Donc, nous pouvons attendre encore les autres pays qui peuvent organiser. Donc, à ce jour, nous avons l'Afrique du Sud qui peut venir, une grande délégation, 150 personnes. Nous avons Koweït, Abu Dhabi, la Hollande qui nous dit oui. Bien sûr, la Réunion, Mada, nous avons un pays frontalier aussi qui peut venir. Puis on a aussi l'Inde, Népal, etc. Voilà, la liste est grande. Donc, justement, pour ça, je peux entraîner et que je peux faire une éliminatoire pour qui nous connaît, qui n'a pas participé pour représenter Maurice pour sa compétition. Oui, tout à fait, parce que vous connaissez les règles dans Maurice, en général, au niveau du karaté. Nous avons une règle un peu plus bas qui international. Je vais donner un exemple. Par exemple, souvent, on a une catégorie par tranche d'âge. Par exemple, 9-10 ans, 11-12 ans, ok, dans le karaté. Cette fois-ci, étant donné que nous pouvons expliquer beaucoup d'immunes, c'est un âge, une catégorie. Ça veut dire l'âge le compétiteur commence à partir de 9 ans jusqu'à vétéran, jusqu'à 50 ans plus. Parce que JK, c'est avant tout un karaté pour tous. Donc, c'est un self-development programme. Bien sûr, des gens qui élite envie de faire la compétition, donc nous et autres, et c'est des gens qui ont envie de faire ça juste pour le développement personnel, meilleure santé, être focus au travail, à l'école, ça aussi, il y a une valeur. Donc, alors effectivement, éliminatoire qui fait parce que le règle plus élevé, une règle mondiale, et qui demande par exemple aux participants de connaître 5 Eyan, ce qu'on appelle un Eyan Kata, Teki Shodan et aussi un kata supérieur comme Basadai, Konkudai, Jon, MP, Gongaku, etc. Qui fait parce que dans ma mini-cation kata, c'est le juge qui choisit au hasard un kata. Donc ce n'est pas les élèves là qui viennent choisir pour faire ça, non, ils besoin connaissent tout ça un kata là. Et c'est là qu'ils nous peuvent guetter, mais s'ils travaillent tout comme besoin, etc. Et donc c'est un niveau bien high. Et donc aujourd'hui, pour voir le processus de sélection, il fait lié en 2 étapes. Nous avons tout d'abord le JK Mauritius Cup, qui est juste pour les Mauriciens. Bien sûr, pour commencer à détecter un nouveau talent dans JKA et aussi commencer à présélectionner l'équipe qui vous représente Maurice dans sa Indo-Pacific Cup. OK? Alors, l'autre point aussi qui fait Indo-Pacific Cup, c'est un peu la politique du gouvernement du Japon pour développer un peu l'axe de coopération entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Donc, sur le Japon, passe par l'Inde, etc. Et nous avons envie d'illustrer sa politique-là avec le karaté. Okay? Donc, c'est ça un peu l'idée. Et donc, JK Mauritius Cup, nous sélectionnons déjà les meilleurs participants. Ensuite, nous prenons au mois de mai, nous, Sensei Koichiro Kuma, le chief instructeur qui peut venir depuis le Japon. Et l'IPU anime le 4e Ambassadors Cup. Donc là, c'est la coupe de l'ambassadeur du Japon. Nous pouvons inviter les pays frontaliers de l'océan Indien, Madagascar, Réunion, etc. L'Inde aussi, Abitié-Vini. Et déjà pour commencer à pratiquer. Et enfin, là, le grand tournoi international au mois de septembre. Donc, je suis content de dire aussi pour ce tournoi international-là, c'est un grand événement parce qu'il y a un grand sensei qui est très connu mondialement, qui s'appelle Naka Sensei. Donc, tous les pratiquants de karaté dans le monde, quel que soit le style, connaissent Naka Sensei parce qu'il tourne dans un film qui s'appelle Kurobi, Black Belt. Et c'est un des rares films que c'est le vrai karaté qui est démontré. Pas un karaté cinéma arrangé, acoustique par-ci par-là, c'est le vrai karaté.
Et d'ailleurs, Naka Sensei, qui est le sensei de mon sensei, Okuma Sensei, il peut venir, il peut amener aussi, il peut pour aussi beaucoup de monde qui poursuivent ce stage. Donc, les 5 premiers jours, il peut animer un stage de niveau mondial. Donc, ce stage-là, c'est ouvert à tous, hein, toute organisation, tous deux jours, tous les styles. Donc, il n'est pas réservé juste pour Giga. Donc, je suis capable de mettre en rapport avec nos bandes officiels pour participer. Par contre, la compétition elle-même est réservée uniquement pour les Shotokan JK, parce qu'il est bien spécifique. Donc, aujourd'hui, là, explique-nous un peu qui a été l'entraînement qu'ils ont fait là pendant la semaine, tous les jours. Là. Alors là, bien sûr, l'entraînement il est déjà codifié au Japon. Chaque entraînement, nous avons un instructeur certifié, besoin faire Kion Kata Kumite. Kion, c'est une technique de base. Si mon envie illustrer, c'est comment on apprend l'alphabet, ABCD, etc. Kata, c'est quasiment un livre, nous avons écrit une phrase, l'enchaînement, et Kumite, là c'est le film que nous parlons de la guerre pour de vrai. Okay? Donc nous obligés de traîner tout parce que train strong Kion amène à Kata, donc développement dans Kata. Et dans Kata, il y a beaucoup de techniques cachées de combat. Et des gens qui pratiquent bien Kata, il peut vraiment améliorer son comité. Un concurrent, un compétiteur qui fait 10 comités, qui n'a pas fait kata, etc., il peut aller défavoriser. Ça, c'est un secret de mettre au Japon. Okay? Ouais. Et explique-nous un peu là, combien de temps je peux entraîner, combien de temps par jour je peux entraîner, combien de jours je peux entraîner par semaine. Alors, nous entraînons, nous avons 7 cours par semaine. Donc, et chaque cours dure 1 heure. Okay? Et bien sûr, dépendamment du niveau, nous adaptons un peu le syllabus. Là aussi, le syllabus est défini au Japon. Nous avons un manuel aussi, instructeurs et élèves, et nous suivons ça à la lettre. Bien sûr, à l'approche de la compétition, nous faisons un peu plus de combat entre nos membres. Et puis, après, le monde vérité, c'est le jour du tatami, sur le tatami à Côte d'Or. Hein, voilà. Ouais. Alors, le mot de la fin, c'est qu'ils sont bien excité pour sa compétition-là. Extrêmement excité et vraiment challenging parce que organiser un mini World Cup comme ça demande beaucoup de logistique. Donc nous mettons à contribution mon agence de voyage, il y a aussi tous nos membres, même si je n'ai pas fait karaté, de nous coup de main au process. Déjà répondre aux questions de mon pays, comment ça passait, si je visa, pas visa. Beaucoup un peu dans l'hôtel parce qu'à l'époque là il faut bien choisir, surtout comme on dit Naka Sensei il faudra beaucoup de monde et donc en plus de l'entraînement du karaté il y a un vrai management derrière. Mais heureusement nous avons un strong manager dans JK, nous avons un chef d'entreprise, un finance manager, operations manager, donc il a une grande expérience dans ce métier et jusqu'à présent il passe très bien. En attendant les éliminatoires en avril, ces jeunes mettent les bouchées doubles pour pouvoir représenter le quadricolore au complexe multisport de Côte d'Or. Aurélia, raconte-nous comment se passent les entraînements tous les jours là pour toi avant le Indo-Pacific Cup. Les courses sont très bien, on se concentre bien, on est bien concentré, on donne le maximum qu'il est. Et on se prépare pour le Indo-Pacifique en septembre. Et aussi, on donne aussi le maximum, on montre qu'on veut gagner comme ci, défendre ceci. Et puis, on veut que on a comme si du kimé, Maurice peut faire tout ceci, cela. Tu es vraiment contente pour cette compétition, n'est-ce pas? Oui, je suis impatiente. Je suis impatiente parce que c'est la première fois dans toute Maurice qu'on fait un Indo-Pacifique. Et Naka Sensei vient à Maurice pour la première fois. Donc on va faire le Indo-Pacifique. Il y a d'autres pays qui vont venir à Maurice. Donc on va faire contre eux. Et ça va être une grande compétition, un grand événement. Tu vas peut-être rencontrer des nouveaux amis, n'est-ce pas? Oui, des nouveaux amis. Ce serait top. Yann, explique-nous un coup, donc, où vous participez dans sa compétition de Indo-Pacific Cup là, alors, comment vous pouvez entraîner actuellement là? Comment ça se passe les entraînements pour le moment? L'entraînement est assez intensif. D'ailleurs, même moi, dans mon propre dojo à Rosil, ça pas empêche-moi de temps en temps rejoindre avec les autres dojos pour que cette fois-ci nous prenions l'équipe. C'est pas que le dojo, ce sera Maurice qui va être à la compétition.
on va représenter le pays. Donc la préparation est dure, mais tout ce qu'on espère, c'est vraiment passer ce cap avec cette grande première à Maurice. Vous avez également un dojo à Roseville. Comment sont les entraînements avec les autres participants à Roseville? Ben là, dès que je termine ici, je peux occuper de mes élèves là-bas. Ben, c'est ça. Même pour nous, les entraîneurs, on doit continuer à s'entraîner, de garder le niveau pour pouvoir entraîner les jeunes. Quel est l'état d'esprit actuellement pour tous ceux qui vont participer à cette compétition, vous qui êtes un entraîneur? Très grande motivation. C'est parce que c'est une grande première et on veut tous être parmi les médaillés, on va dire. Sarah Jane, pourquoi vous inscrivez à cette compétition, le Indo-Pacific Cup? Pourquoi vous entraînez pour les éliminatoires? Alors déjà, c'est pour monter le niveau, ok, on ne reste pas stagnant, on a besoin de toujours évoluer, de se fixer des objectifs, etc. Donc c'est intéressant quelque part d'avoir des compétitions de ce genre-là, comme si justement pour revoir un peu si on est au bon rythme de travail. Voilà un petit peu. Ouais. Et sinon, les compétitions, comment ça se passe, les entraînements plutôt, comment ça se passe pour vous et durant la semaine? Alors, c'est assez intense parce que quand même là, on est à 3 à 4 fois par semaine. Et donc, ça fluctue entre 1h30 à 3h, des fois les samedis aussi. Donc, c'est quand même assez dur, oui, effectivement. Oui. Et l'état d'esprit de vos amis, de vos coéquipières, comment ça c'est un petit peu en vue de cette compétition? Eh bien, c'est fou, on est tout le temps en train de... On est motivé, on est content d'être là, content de souffrir et tout, on va dire entre guillemets. Mais c'est une bonne guerre, comme si c'est OK, on est entre amis, on s'est habitué à être entre camarades. Donc c'est un petit peu la passion, c'est un petit peu l'esprit de compétition aussi, et puis l'exercice physique qui nous maintient quand même en forme aussi. Donc il y a un peu de tout qui fait qu'on revient à chaque fois. Est-ce que vous avez une petite peur quand même quand c'est une grande compétition, un mondial quand même qu'on va organiser à l'île Maurice? Mais là, c'est un nouveau sentiment, c'est de nouvelles sensations qu'on va commencer à retrouver aussi. Donc voilà, bah oui, voilà, c'est quelque chose de nouveau pour nous, surtout dans le domaine du karaté, donc pour la JKA. Donc on est là depuis 7 ans et ça, c'est une première pour nous, le Indo-Pacific Cup. Donc voilà, donc on va essayer de donner le maximum pour que ça soit un succès en tout cas. Paris, raconte-nous un coup, comment l'entraînement peut passer actuellement là, combien de fois par semaine, combien de fois par jour tu peux entraîner là? Ben, je viens les samedis et jeudis 2 fois par semaine, je vous connais pas de leçons. Et l'entraînement est tout le temps dur, mais même là, avec la compétition, c'est encore plus dur là, qui vient en septembre. C'est encore plus dur. Et quel est l'état d'esprit un petit peu actuellement avec tes amis en vue de cette compétition Indo-Pacific Cup? Et on est très impatients pour la compétition. On a tous l'intention de gagner au moins une médaille cette fois-ci. On a l'habitude de gagner des médailles, tout cela, mais tout le monde vise pour la médaille d'or, alors on est très impatients. Naka Sensei and I will be in Mauritius. Maurice va avoir un programme de maîtres. 3 sensei de renom international seront présents pour cet événement et animeront des séminaires du 12 au 14 septembre en attendant la compétition qui se tiendra le 15 et le 16 septembre au complexe multisport de Côte d'Or. En aviculture, depuis novembre dernier, ces petits oiseaux à lunettes ont gagné en maturité et sont prêts à retrouver leur habitat naturel. Là, nous faisons ouvrir la porte pour release ban olive white-eye, donc oiseau à lunettes. C'est un oiseau qui est plus rare, qui est plus en danger dans Maurice. Donc là, nous relâchons 4 oiseaux. Ces 4 oiseaux-là, c'est quoi? Dis-moi, c'est juste 4 oiseaux, mais c'est une grande affaire qui fait parce que olive white-eye est en danger, parce qu'il est restreint. Les plus petits oiseaux qui nous ont, et il y a beaucoup de prédation. C'est-à-dire les rats mangent les martins, les jacos, tout ça mange ça, donc il fait qu'il est un tigre. Donc ces 4 oiseaux-là, pour nous réussir sauver les autres, ce qu'il nous fait, parce que les 10 là, les autres mangent, pas ça prédateur qui nous fait nommer là. Donc ce qu'il nous fait, en collaboration avec le parc national, nous allons nous collecter les 10 dès qu'ils ont fini pour une 10 là, nous amenons dans le centre Gérald Dorel à Rivière-Noire. Là, nous avons l'équipe qui fait 10 œufs là incubés. Une fois petit là, il naît, nous nourrir à la main pendant 11 jours. Après 11 jours, quand il est assez grand, il commence à manger par lui-même, il peut envoler. Nous mettons dans une autre cage en dehors pour qu'il est habitué pour envoler.
Ensuite, nous transférons à Ebony-Forest, que nous gardons pendant 10 à 15 jours pour qu'il y ait habitué. Après, aujourd'hui, comme on fait là, nous release. Donc le but qui fait nous faire ça, nous relâcher à Ebony-Forest, parce qu'à Ebony-Forest, nous contrôlons les prédateurs. Nous avons une série de pièges qui contrôlent les rats, les autres prédateurs. Donc ça fait qu'il nous espérait qu'en relâchant ces oiseaux-là, je pourrais ici et je ne peux pas prider, donc je peux faire un petit et recréer une nouvelle sous-population et qui dans le futur, ça peut sauver l'espèce. Et l'oiseau lunette, quelle population est actuellement là? Donc là, dernière estimation qui remonte à 2014, il y a environ moins de 200 oiseaux. Donc là, je pense que la population diminue. À combien nous avons dit là? Je pense que nous avons dit moins que 200, mais je ne peux pas dire exactement combien. Mais c'est que nous trouvons qu'on peut faire un suivi pour récolter, nous pouvons trouver moins d'oiseaux qui nous pouvons trouver avant. Sinon, pour Écoparakit, la population, il y a combien? Donc, la population, environ 800 oiseaux. Donc, la population peut bien faire. Mais le problème, c'est qu'il est restreint dans une seule zone. Donc, ce qu'il nous vient faire, c'est créer une autre population. Aussi, ce qu'il n'a pas envie, c'est mettre tout dans le même panier. Donc, s'il y a un problème de maladie ou envie d'expandir, mettre dans plusieurs endroits. Comme ça, au cas où il y a une plus grande distribution, s'il y a un problème, il peut affecter moins cette population. Et aussi, on a plus de chances qu'il y ait dans une zone où il y a une plus grande population. Parce que si vous pensez, si vous êtes dans une seule zone ou limitée, aux ressources limitées, si on a dans plusieurs zones où il y a une plus grande population. Pour les écoparachites, les techniques de relâchement sont les mêmes, mais le processus d'élevage est différent. Oui, les écoparachites, comme la population est forte, on a plus que 800 oiseaux. Donc l'approche qu'on a utilisée, donc par le passé, on prenait des petits qui avaient déjà quitté le nid, on a ramené, on a déjà fait 2 releases comme ça à Ebony-Forest. Malheureusement, les oiseaux ne sont pas restés. Donc là, on a changé l'approche, on a pris les petits quand ils sont des poussins. Donc on les a pris du nid au Parc National en collaboration avec le National Park et la Motion Wildlife Foundation. On les a emmenés à Ebony-Forest environ en 35 à 45 jours. Et là, tous les jours, on les met dans leur boîte et on les nourrit 2 fois par jour pour imiter ce que les parents faisaient. Donc, jusqu'à qu'ils puissent s'envoler, voler par eux-mêmes, se nourrir par eux-mêmes. Donc, cette approche-là, on a utilisé parce qu'on veut que les petits soient habitués ici. Comme ça, il y a plus de chances qu'ils restent et créent une population à Ebony-Forest. Ça a été une expérience super enrichissante. Moi, c'est la première fois que je travaille sur un projet comme ça. Et ça a été vraiment super intéressant. J'ai appris tellement de choses auprès de mes collègues et auprès de Nicolas, de Elisa et de Denis. Et travailler avec des espèces comme ça qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans la nature aujourd'hui. On voit beaucoup les ringnecks qui sont les exotiques. De pouvoir les voir tous les jours, d'avoir la chance de travailler avec eux, ça a été vraiment incroyable. On est fiers mais aussi soulagés parce que disons l'année dernière on avait relâché 10 oiseaux, cette année-ci on a fait le double. Donc c'était aussi court mais intense que l'année dernière. Donc on a travaillé d'arrache-pied mais aujourd'hui on les a lâchés et on est soulagés que ce soit bien passé. La collaboration publique-privée est tout aussi importante pour la protection de la nature et des espèces endémiques en danger. C'est un travail de conservation. C'est un travail qui est assez compliqué. Et le plus de partenaires qui nous ont, plus beaucoup de chances, nous avons plus de succès. Alors, par exemple, avec Ebony-Forest, nous pouvons travailler avec Ebony-Forest depuis quelques années déjà. Après le travail de collaboration qui nous a commencé, nous développons un MOU. Right? Et là, l'expertise et les efforts qui Ebony peut mettre dans le process en collaboration avec nous, ont dit tout ce succès. Et nous, pas seulement avec Ebony, nous sommes intéressés à travailler avec plusieurs des autres personnes ou organisations qui sont intéressées. Nous avons déjà travaillé avec les NGOs. Nous avons des autres NGOs qui nous contactent, nous, qui sont intéressés à travailler. Parce que ce travail-là, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande ressources. Alors, quand nous avons un partenaire sérieux qui est intéressé pour investir dans le long terme pour ce genre d'activité, nous sommes plus que contents pour développer ce genre de collaboration pour la sauvegarde de l'espèce à long terme. Et ce qu'on fait ici avec Ebony, c'est un joli exemple de partenaire public-privé. Aujourd'hui, nous trouvons 4 oiseaux à lunettes. C'est pour le moment l'oiseau endémique le plus en danger à Maurice. Right? Et aussi le travail avec l'écoparakite. L'écoparakite, c'est un travail qui nous a commencé depuis très longtemps avec nos partenaires d'NGOs et autres et étrangers. Quand maintenant la population quand même arrive à un certain niveau, quand là nous pouvons augmenter l'endroit qui potentiellement accueillir l'oiseau
pour, avec différents partenaires, pour essayer de ramener dans tout bon habitat qui est encore de qualité capable d'accueillir. Nous faisons ça quelques années quand nous ramènons EcoParkit sur la côte est avec la vallée de Ferney. Là, nous pouvons descendre presque dans le sud-ouest net. Le parc est à quelques kilomètres d'ici. Quand nous avons une population d'éco à Bellon, là, nous pouvons extendre de sa bout de région jusqu'à la forêt. Alors, le but, c'est que tant que nous sommes capables, et n'a plus beaucoup d'individus, tant que nous couvrons plus grand l'espace, sans que ces oiseaux-là pour venir en danger commencent à diminuer. Et ça, c'est un critère qui nous sert. Alors, nous avons un terrain gouvernement, que nous faisons protection, nous avons un national park qui est créé, nous pouvons logger les oiseaux là-bas, mais nous avons aussi un habitat qui appartient à un propriétaire privé. Par exemple, ici, une bonne partie du terrain, c'est appartient à une forêt qui est privée. Et bien, c'est aussi un terrain qui est favorable pour accueillir ces oiseaux-là. Alors, quand nous avons ici, nous pouvons faire cette utilisation de cet habitat-là. Et bien, on peut investir pour se trouver dans la restauration habitat, dans la protection de l'espèce contre une espèce exotique envahissante, qui a un gros danger dans là. Et tout cela fait que le nombre d'oiseaux ou le nombre d'individus de l'espèce augmente et que les chances pour que l'espèce-là recover deviennent plus fortes. Et sinon, quand nous causons EcoParkit, qui se status actuellement? Là, il est toujours en danger, mais les nombres d'individus peut augmenter. Et quand nous causons oiseaux lunettes, qui se statue? Il se statue de critiquer les jeunes pour le moment. Et là, l'oiseau à lunettes, c'est un travail que nous avons recommencé depuis 2 ans. Nous avons une discussion au niveau national et international. Cette année-ci, nous prenons une conférence qui regroupe presque tous les experts qui nous sont capables, avec un collaborateur de long terme pour voir une stratégie bien définie pour ça. Mais entre-temps, ce que nous faisons, c'est que ça en est là avec collaboration et Boni. Nous essayons de sauver certains individus. Nous recommençons à faire captive breeding à la vieille de Rivière-Noire. Et tous ces oiseaux que je trouve aujourd'hui là, si nous partons collecter ces disèfs dans la forêt, c'est des disèfs qui sont finis manger par les rats. Right? Là, pour le moment, nous avons 6, 4 nous avons aujourd'hui, nous avons toujours à la vieille. Nous avons encore toujours un peu de travail pour qu'ils s'aient collecté quelques-uns encore. Nous pouvons suivre là jusqu'à peut-être la fin de la saison, jusqu'à février. J'espère que nous pouvons encore un peu. Pour que ça en est là, ça va travailler. Ce que nous pouvons faire là est aussi important parce que nous pouvons remettre l'armée dans ce processus-là. Nous besoin régler de bonnes conditions, nous besoin régler de bons problèmes, nous besoin adapter certains protocoles parce qu'il n'est pas une affaire magique ça. Il n'est pas une affaire qui va venir de suite tout revient correct. C'est plus trop facile. C'est un gros effort, c'est un gros système d'apprentissage, c'est un gros training. Ça va nous avoir depuis le nez. Chaque désert temps, besoin de nous manger pendant le premier jour. Au besoin d'une 24 heures là-bas. L'équipe qui relaie, il n'est pas quelque chose de facile. Ça. Alors, toutes ces affaires-là, nous devons mettre en place, nous devons avoir des gens qui ont une compétence, nous devons rebuild cette compétence, retrain, regagner le nombre de personnes aussi. Quand nous n'avons pas le droit de au niveau en forêt, nous n'avons pas collecté un disef, il demande toute une logistique, il demande toute une équipe. Alors, tout ça là, c'est que nous devons remettre ça en place. Et là, l'effort et l'aide que nous gagnons qui est venu est vraiment énorme. Quelque part, ça côté terrain, je ne spearhead ça un peu. Right? Et là, c'était suite à une discussion que moi, Nicolas, avec Christine, il y a quelques mois de cela, nous avons essayé. Parce que de toute façon, dans ce là pas pour vivre en forêt, tu peux même éclore. Les rats, tu peux nous manger là. Et là, nous n'avons pas beaucoup de choses. Et ça, pour servir dans sa planning qu'il nous peut faire en avril, j'espère là, pour augmenter l'effort. Et qui m'espère l'année prochaine, ce n'est pas 4 ou 6 qui nous pourraient larguer, c'est peut-être une cinquantaine ou plus. Et pas seulement ici, mais surtout de certains endroits dans les national parks, que là, nous pouvons mettre en place un système pour protéger ces endroits-là, pour éliminer, pour diminuer l'impact des espèces invasives, principalement les rats, pour que, quand nous pouvons là ces oiseaux-là, l'impact de ces espèces-là pour moindre aux autres et nous pourrons permettre réétablir dans l'endroit qui finit de disparaître et aussi renforcer la population dans l'endroit que j'ai toujours existé. Et un prédateur, là, comment vous faites pour contrer ça? Ce qu'il nous fait, c'est que généralement, vous le prédateur là, sur tout le bassin, un peu ici, vous trouvez là, ça fait orange, un peu partout. Ça, c'est la trappe qui nous appelle une good nature trap. C'est un self-resetting rat traps avec un bait. Quand les rats nous tuent, les rats là. Quand nous tuons les rats dans une surface comme ça, constamment, là, le nombre des rats diminue. Et quand le nombre des rats diminue, tu prends moins les rats qui vont assez manger. Parce que les rats qui arrivent, tant que ce nombre augmente, ils bien plus manger, tout ce qui passait dire. Alors si nous réussissons de diminuer ça et de ramener un index très très bas,
Et sa technique-là permet de faire cela. C'est pour ça que là, à travers le projet mainstreaming qui nous peut faire, qui est un fonds de budget, un gros consignment de sa trappe là peut rentrer. Et nous peut mettre en place une grid qui a service, bien sûr, qui a manage. Nous pouvons avoir un chunk, 20, 30, 40 hectares, qui peut, nous pouvons ramener la population là très très bas. On ne peut pas dire zéro parce que nous avons zéro, mais quand nous pouvons presque zéro pour nous en termes d'impact de conservation. Et dans ce endroit-là, c'est dans ce endroit qui nous peut créer ça. Dans ce endroit, il y a des espèces comme coucouchera, comme pigeons des morts, tout ça. Là, l'effet qu'il y a dans l'eau, ça aussi beaucoup mieux. L'expertise et les efforts qui est venu mettre dans le process en collaboration avec nous, ont dit tout ce succès. Les chiffres du National Parks and Conservation Service révèlent une population actuelle de 800 grosses cates vertes et 170 oiseaux à lunettes.